vraies voix, Frédéric Brindel. Nous sommes prêts à parler avec vous parce que nous nous posons des questions, autant se le dire clairement. Il faut a priori anticiper une possible pénurie d'énergie, donc de chauffage, de tout un tas de choses pour l'hiver prochain. Alors il va falloir réagir, il y a des conseils. Justement, c'est l'objet de notre débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous êtes les bienvenus, vous nous dites ce que vous en pensez. Êtes-vous prêt à consommer moins d'électricité et de gaz? Vous allez sur le compte Twitter Sud Radio et le compte Facebook. Je vous rappelle que nos trois vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, Françoise Degois, Luc-Éric Krief, et que notre grand témoin pour cette question est Philippe Charlez de l'Institut Sapiens. Vous êtes expert en questions énergétiques et auteur de L'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale aux éditions Jacques-Marie Lafon. J'ai tout bien prononcé. Absolument. Merci d'être avec nous, Philippe Charlez. Évidemment, ce débat, il est venu suite aux recommandations qui ont été livrées, c'était chez nos confrères des Échos, par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le CRE. Il s'appelle Jean-François Carenco. Il a lancé un appel pour justement anticiper cette possibilité de pénurie d'énergie pour l'hiver prochain. Je vous propose d'écouter l'une de ces déclarations. J'ai choisi ce passage parce que il démontre un peu l'esprit dans lequel ils sont. Il nous faut collectivement faire un effort. C'est un effort de solidarité pour ceux qui le peuvent. Il n'y a pas d'obligation. C'est mieux comme ça. Ce que je veux dire, c'est mieux. On ne s'énerve pas, on le fait gentiment, on le fait sereinement. Et puis tout va bien se passer. C'est ma conviction absolue. Mais c'est normal de demander aux Français de dire faites attention quand même. Si vous le pouvez, vous chauffez un peu moins. Si vous y pensez, vous éteignez la lumière. Si vous pouvez, vous roulez moins vite. Ça consommera moins. Dans les administrations, dans les bureaux, voilà. C'est simple, serein, sérénité pour l'action. Bon, pour ceux qui ont demandé un peu plus de pédagogie, notamment lors de la dernière pandémie, là on est complètement dans la pédagogie. En substance, cette crise énergétique n'est pas uniquement liée bien sûr à la guerre en Ukraine, puisque elle avait été évidente avant l'invasion russe. Le prix, la sécurité sur l'approvisionnement et puis la consommation superflue dont on vient de parler sont les trois grands axes. Alors, Philippe Charlez, nous avons tous peur. Est-ce que de toute façon, il fallait bien que ça arrive un moment? On est de plus en plus de monde sur cette planète. On produit de plus en plus. Il y a un moment, il faut trouver quelque chose. C'est, on va dire déjà, une logique. Oui, alors notre choix énergétique depuis une dizaine d'années, notamment en faveur des renouvelables, ont accompagné une augmentation de la demande gazière. On assiste aussi à une baisse radicale des investissements dans le gaz et dans le pétrole. On est passé de 780 milliards de dollars en 2014 à 326 l'an dernier. Donc on a divisé par près de 2. Moins d'investissements, c'est moins d'offres. Plus de gaz, c'est plus de demandes. Moins d'offres, plus de demandes. Ce sont des prix qui montent. Et qu'est-ce que vous appelez les investissements dans le gaz? Alors les investissements essentiellement pour le développement de nouveaux champs gaziers. Donc on vit aujourd'hui essentiellement sur des champs qui sont de plus en plus vieux. Les champs qui sont de plus en plus vieux voient leur production décliner. Et les nouveaux champs à développer sont aussi plus complexes. On assiste aussi à une pression très forte des ONG vis-à-vis des banques pour ne plus investir dans l'exploration et production de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Donc tout ça fait baisse des investissements, baisse de l'offre, augmentation de la demande et donc augmentation des prix. Mais de toute façon, les ressources de gaz ne sont pas infinies non plus. Alors elles ne sont pas infinies, mais il faut surtout bien faire la différence entre le fait que quand du gaz est à 3000 mètres sous terre, il n'est pas en train de chauffer votre logement ou bien en train de fabriquer de l'électricité. Il faut développer les champs, il faut faire des forages, tout ça coûte cher, tout ça demande du temps, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on était déjà un peu en rupture offre-demande, la demande continue d'augmenter et une rupture d'offre ne peut pas se corriger très rapidement. Philippe Bilger. J'avoue que face à ces interrogations, je me sens toujours très démuni.
parce que d'abord je n'y connais rien et qu'ensuite il y a une forme de pragmatisme citoyen qui fait que naturellement je me plierai à ce qui sera nécessaire. Je pense souvent sur ce type de sujet à une belle pensée du philosophe grec qui disait « change plutôt tes désirs que l'ordre du monde ». Et donc si à un moment donné, pour répondre à la question de Sud Radio, je suis obligé de diminuer mes consommations d'électricité et de gaz, je n'aurai pas véritablement d'autre choix. Je déplorerai ce qu'il en est, mais je m'y plierai. Vous, Françoise Degois? Moi, je voudrais savoir si, par exemple, d'abord, une question de base, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne durera pas éternellement. Et d'ailleurs, on peut se féliciter de cette voie qui semble un peu s'ouvrir, même si c'est une petite porte, elle s'entrouvre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Avec notamment le travail diplomatique de la Turquie. J'ai horreur des décisions et des changements de pieds généraux liés à une émotion de l'instant. Nous sommes dans une émotion profonde. D'accord? En octobre, par exemple, j'en discutais avec un ami ambassadeur à moi, grand ambassadeur, il y aura le G20. Est-ce qu'on a viré Vladimir Poutine du G20? Pour le moment, absolument pas. On peut imaginer que en octobre 2022, il y aura Vladimir Poutine. Je veux dire par là que le nez collé sur les essuie-glaces pour nous expliquer qu'il faut revoir l'ensemble de toutes les théories énergiques parce qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour moi, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, je suis tout à fait opposé à l'extraction du gaz de schiste. On peut m'expliquer tout ce qu'on veut. Ce qui se fait aux États-Unis, d'ailleurs. Bien sûr, c'est dévastateur pour tout. C'est dévastateur pour les voies migratoires, c'est dévastateur pour les paysages, c'est dévastateur en termes sismiques, en termes de séisme, de micro-séisme. C'est absolument dévastateur. Donc j'ai une question à poser à mon invité. Est-ce que lui, par exemple, est favorable à l'exploitation du gaz de schiste et au fait que, grâce à cette guerre, en fait, les Américains nous refilent leur gaz qui, pour moi, est une destruction totale de l'environnement et donc de notre lien avec la nature. Je suis pas du tout écolo, comme chacun le sait, mais je trouve qu'il y a quand même, il faut arrêter d'utiliser par opportunisme un moment de guerre qui ne durera pas toute la vie. Alors Philippe Charlès, faites attention, Françoise Degois est donc amie avec un ambassadeur. J'en ai beaucoup. Non, mais bon, on s'en fout. Alors c'est drôle. Vous n'avez plus d'humour. Non, mais ça veut dire quoi, si cette phrase? Mais non, mais cette phrase veut rien dire en fait. Mais c'est drôle, c'est comme ça. Oh là, les chouins-chouins. Je suis pas chouin, mais j'en ai marre des histoires de gaz de schiste. Je vais tout de suite rassurer Philippe Charlès sur le gaz de schiste. Vas-y. Je vais tout de suite rassurer Françoise en disant, sans parler de gaz de schiste, je suis tout à fait d'accord avec elle. On vient. On me pose systématiquement la question, peut-on se passer du gaz russe? Et la réponse est non. C'est-à-dire que globalement, si on voulait réellement se passer des importations russes, ça perturberait complètement le marché mondial du gaz naturel liquéfié. Il faudrait pratiquement rerouter 50% du gaz naturel liquéfié qui est aujourd'hui consommé par le sud-est asiatique vers l'Europe. Et ça demanderait combien d'années, ça? Ça peut se faire tout de suite, mais il va falloir bien ouvrir votre portefeuille parce que ça veut dire, il faut savoir qu'un méthanier peut changer de route 10 fois si on lui demande, donc ça veut dire que le gaz naturel liquéfié va être vendu au plus offrant. Si on joue ce jeu-là, on va monter à 1000 € le mégawattheure. Vous me rassurez, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas possible de se passer du gaz russe, sauf à ne plus chauffer l'hiver prochain, ça c'est un autre choix, et les 15 milliards de mètres cubes que propose Joe Biden, d'abord ça ne couvre que 10%, il faut savoir qu'aux États-Unis le mégawattheure de gaz vaut environ $15 et il va nous le revendre à $200 en Europe. Merci. Donc ce qui veut dire que c'est relativement un marché de dupes. En dehors de ça, sur le fait que je connais bien les problèmes de gaz de schiste, on peut discuter sur des problèmes environnementaux, mais je crois que ça nous mènerait trop loin dans le Vous êtes d'accord globalement que c'est destructeur quand même? La méthode d'extraction est dégueulasse en fait. Non. Mais bon. D'accord. Voilà. Alors, Luc-Éric Krief, vous êtes ambassadeur du MEDEF. Alors moi, je vais vous dire quand même quelque chose, parce que le pétrole, je le connais bien. Figurez-vous que j'ai posé des pipelines et des plateformes partout dans le monde, donc en offshore, donc je connais bien. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que disait effectivement Philippe. Aujourd'hui, l'exploitation dans les zones, elles sont de plus en plus compliquées. On exploite en Sibérie, faut pas oublier, Total a lourdement investi en Sibérie. On exploite en mer du Nord avec des champs qui aujourd'hui se raréfient, mais qui sont en mer profonde, donc qui coûtent très cher au niveau de la production, et qui sont rentables
acceptable avec des niveaux de seuil tarifaires de baril qui tournent autour de 40-42 $ le baril. Donc, Ce sont les investissements dont parlait Philippe Charlès. Voilà, exactement. Donc ça, c'est important. Maintenant, on a des réserves en termes de pétrole et de gaz qui sont énormes. C'est-à-dire qu'elles sont estimées à plusieurs milliards de mètres cubes. Là, je me retourne vers Philippe, que ce soit le gaz, non seulement on a découvert en Israël... En matière de pétrole, on est à peu près à 1800 milliards de barils aujourd'hui, et on en consomme environ 30 à 35 par an. Donc vous pouvez calculer à peu près le nombre d'années. Par définition, c'est non renouvelable. Ah oui, c'est non renouvelable. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'ils sont au fond qu'ils sont dans le exploitable peut-être, mais il faut investir pour les exploiter. Exactement. Et ça prend du temps. Mais ceci étant, dans le gaz, le moment où on commence à investir dans un champ pétrolier et la première goutte de pétrole qui sort, il s'écoule entre 8 et 10 ans. Exactement. Donc ça veut dire que ça ne va pas résoudre notre problème immédiatement. Mais ceci étant, Philippe, on a quand même aussi des réserves de gaz qui sont relativement importantes. Alors les réserves de gaz sont un petit peu moins importantes. En barils équivalents, elles sont de l'ordre de 1200, 1300. On peut dire que globalement, avec les réserves actuellement, on en a pour une cinquantaine d'années. Oui, mais après, 70 ans. Après, il faut des énergies renouvelables. Il y aura autre chose. Penser à l'après. Et puis, de toute façon, on va, à mon avis, il y aura toujours effectivement des découvertes de nouveaux champs. Donc aujourd'hui, voilà, on aura toujours quelque chose de plus. Juste un petit point par rapport au gaz qui vient de Russie. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les pipelines pour transiter le gaz n'existe pas sur d'autres provenances, et qu'aujourd'hui, il faut quand même mettre en place des pipelines pour acheminer le gaz vers chez nous. Alors même si on met des méthaniers, il faut quand même qu'il y ait des ports qui soient à même de recevoir des méthaniers. Il y en a énormément sur la côte atlantique et sur la Méditerranée. Donc il y a 4 ports de regazéification, puisque quand on vous amène le gaz naturel liquéfié, il faut le retransformer. Est-ce que Fos-sur-Mer en fait partie encore? En gaz, il y en a 2 à Fos, il y en a un à Montoire en Bretagne et il y en a un à Dunkerque. Donc ce qui veut dire que pour la France c'est bon. Mais par contre, en revanche, l'Allemagne n'en a pas, parce que les Verts se sont toujours opposés à la construction d'un port méthanier, alors que la Pologne en a un pour essayer de conquérir son indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Vous n'êtes pas sans savoir que la Russie et les Polonais, ça s'entend pas toujours très bien. Pas vraiment. Et surtout en ce moment. Vous avez un certain nombre de pays qui n'ont pas d'accès à la mer. On va prendre la Suisse, on va prendre la République tchèque et la Slovaquie. Voilà. L'Ukraine d'ailleurs n'a non plus pas d'accès à la mer. Donc ce qui veut dire que tout ce qui va être liquéfié, tout ce qui va être regazéifié dans les différents ports, vous en avez beaucoup en Méditerranée, en Italie, en Espagne, il va falloir le réacheminer via les pipes existants, non pas vers le sud, mais vers le nord. Ils ont des accès à la mer quand même, rappelons-le. Enfin, pas les Tchèques, pas les Tchèques, l'Ukraine avec la mer d'Azov. Voilà, un accès à la mer. Je ne suis pas sûr qu'ils ont Mariupol, je crois qu'ils ont un terminal Bon, alors, vous savez ce qu'on fait, il y a plein de questions, donc on revient tout de suite. Vous, chers auditeurs de Sud Radio, êtes-vous prêts à consommer moins d'électricité et de gaz? Nous avons planté le décor avec nos vraies voix et notre spécialiste pour savoir quelles étaient les données. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. Êtes-vous prêt à consommer moins d'électricité et de gaz? Je vous le rappelle, il y a eu cette notification du président de la Commission de régulation de l'énergie, Jean-François Carenco, qui a précisé chez nos confrères des Échos qu'il y avait un risque de pénurie d'énergie pour le gaz et donc l'électricité l'hiver prochain et qu'il faudrait commencer à essayer d'économiser. La réponse de notre spécialiste, Philippe Charlès, ici avec nous en studio, expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens, c'est de dire déjà que on a les moyens aussi d'investir et on ne le fait pas. Nos 3 vraies voix, je vous le rappelle, sont Philippe Bilger, Françoise Degois et Luc-Éric Krief. Peut-être pour conclure sur cette quantité suffisante ou non de gaz, vous nous avez dit donc que la Russie avait clairement les clés en termes de contenu, qu'il était difficile d'imaginer d'autres ressources. Juste une dernière question qui a été évoquée, l'Iran joue un jeu particulier dans la diplomatie internationale parce que justement l'Iran voudrait vendre aussi son gaz. Oui, mais alors donc autant le pétrole c'est quelque chose de très simple à transporter et ça se véhicule sur tous les océans de la planète, ça peut changer de direction, autant le gaz ça doit être du gaz naturel liquéfié ou alors par gazoduc, mais il n'y a pas aujourd'hui de gazoduc entre l'Iran et l'Europe, donc ce qui veut dire que l'approvisionnement de l'Europe en gaz par l'Iran est extrêmement compliqué, et même impossible. Ouais, Françoise Degois. Je suis d'accord, mais c'est très bonne question que vous posez parce que là, on est en pleine géopolitique. Merci Frédéric. L'Iran, évidemment, mais l'Iran, par exemple, fait partie des pays qui se sont
abstenus dans la résolution, le vote de la résolution à l'ONU contre l'invasion ukrainienne. Il y a énormément de pays qui ont voté pour, mais il y a énormément de géants qui se sont abstenus. Il y a évidemment la Chine qui s'est abstenue, il y a l'Iran, il y a l'Inde. Donc tout ça est une affaire évidemment de géopolitique, mais je crois quand même que on peut envisager, comment dirais-je, une sortie de crise et quelque chose qui revient à la normale ou pas, selon vous? La sortie de crise, cette guerre va s'arrêter, ça me paraît évident. Alors, quelle est la sortie de crise? En fait, la pénurie, c'est incontournable ou pas? Imaginons une sortie de crise. Merci. Et c'est là. Donc imaginons une sortie de crise. Moi, je ne vais pas me positionner sur le plan militaire, c'est complètement dehors de mes compétences. Restons sur le plan énergétique. Et c'est donc là que l'embargo pourrait avoir à long terme un rôle extrêmement néfaste, notamment pour l'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on installe un embargo, le gaz russe, qui ne peut transiter que vers l'Europe, parce que c'est quand même une relation monofournisseur, monoclient, ça signifierait que les Russes devraient être obligés d'arrêter leurs puits. Et quand on arrête des puits, surtout à gaz, ils vont s'en noyer, ils ne redémarreront pas. Donc c'est-à-dire qu'en sortie de crise, la production de la Russie aurait alors beaucoup baissé et donc on serait à ce moment-là vraiment les dindons. Mais ce sont dans les plans diplomatiques, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire avec, Luc Éric. Oui, alors moi je vais quand même tempérer un petit peu parce qu'en fait, si, sauf erreur de ma part, j'ai cru comprendre que la Chine avait signé un contrat de 400 milliards de dollars avec la Russie pour prendre le pétrole, le gaz, pardon. Donc ça veut dire que demain, de toute façon, l'embargo que les Européens ont mis vis-à-vis de la Russie n'aura que peu de poids par rapport au marché qui a été négocié avec les Chinois. Non, parce que en fait, ce marché est essentiellement dédié à la construction d'un énorme gazoduc, qui est le gazoduc de l'Altaï, qui doit relier les champs sibériens actuellement exploités et fournissant le gaz en Europe vers la Chine. Mais ce pipe est loin d'être terminé. Ça passe par la Mongolie, je crois. Non, alors ça c'est celui qui s'appelle Force de Sibérie, qui est relié à 2 petits champs, mais qui pour l'instant approvisionne déjà la Chine, mais sur des petites quantités. Par contre, les grosses quantités qui sont en Sibérie occidentale ne peuvent pour l'instant aller que vers l'Europe. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est bien une relation monofournisseur, monoclient, et elle ne sera monofournisseur biclient, c'est-à-dire Europe d'un côté et Chine de l'autre, que quand ce pipe de l'Altaï sera terminé, ce qui n'est quand même pas à court et moyen terme. Il faudra probablement 4 à 5 ans avant de terminer ce pipe. Philippe Bilger, je vous sens débordant d'énergie. Non, mais Frédéric, j'ai peu parlé, mais beaucoup appris. Et il n'y a aucune raison que je cherche à faire croire que j'ai des lumières, que mes amis ont davantage que moi. Mais vous avez des questions. Non, mais je voudrais tout simplement demander à Philippe Charlet, est-ce qu'il comprend que le citoyen de base dans ces domaines de l'énergie a du mal à afficher une opinion définitive. Il faut connaître avec compétence et précision des choses qui ne sont pas dans la culture de n'importe qui. Voilà, c'est ça. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Notre question sur le débat, et vous donnez votre avis. Êtes-vous prêt à consommer moins d'électricité, moins de gaz? Parce que ça veut dire changer plein de choses, hein. Alors je pense qu'il y a 2 types de sobriété. Il y a une sobriété plutôt heureuse et une sobriété malheureuse. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être faites à court terme. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples qui peuvent réduire notre quantité d'énergie parce qu'on gaspille énormément d'énergie. Et quand on gaspille, finalement, quand on réduit notre consommation énergétique, ça ne change pas pour autant à court terme notre niveau de vie. Et puis vous avez parallèlement la sobriété malheureuse. Donc ça c'est de dire on arrête de chauffer, on arrête de circuler, etc. Je vais vous donner un tout petit exemple. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une voiture? Oui. Et est-ce que vous... si j'osais, je dirais même que j'en ai 2. Vous en avez 2. Est-ce que vous vérifiez souvent la pression de vos pneus? Oui, ça évidemment. Eh bien, alors, ça, c'est un cycliste. Mais il faut savoir qui vous que parle, 75% des Européens ne vérifient pratiquement jamais la pression de leurs pneus et que des pneus peu gonflés, c'est 2 litres au 100 supplémentaires. C'est énorme puisque vous augmentez de façon démentielle les frottements sur la route. Alors même chose pour le bain et la douche, c'est ça? Mais c'est bien un bain. Alors un bain c'est bien. Cela étant, on peut très bien réduire sa quantité d'eau chaude tout en prenant un bain tout à fait confortable. Si vous roulez avec un vélo sur le toit de votre voiture, vous consommez encore 1 à 2 litres au 100 de plus. Alors que si vous l'accrochez derrière votre voiture, la consommation n'est pas affectée. Donc vous voyez, c'est simplement
pour trouver des exemples extrêmement pratiques. On parlait de pédagogie tout à l'heure avec Jean-François Caranco. Hein, voilà, en fait, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut y aller, là, il faut communiquer à fond. De pédagogie. Ouais. Par contre, vous avez d'autres exemples où vous avez des sources absolument, des réserves absolument énormes d'économie d'énergie, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, il faut savoir qu'une tonne marchandise transportée par train consomme 8 fois moins d'énergie que transportée par camion. Mais évidemment, transporter, bon, d'abord, ça peut créer des problèmes sociaux vis-à-vis des routiers, mais disons que le transfert du transport de marchandises du camion vers le train est certainement une option vers laquelle il faut aller pour réduire notre consommation d'énergie. Dans un instant, Françoise Degois à la parole, je veux juste vous donner, pour l'instant, vous dites non à 84%, vous n'êtes pas prêt à consommer moins d'électricité et de gaz. Oui, parce qu'ils ont le sentiment, les gens, que ça vient d'en haut, comme c'est annoncé par le gouvernement. Il y a un côté très, les bourgeois vont faire ce qu'ils veulent et le peuple va serrer la ceinture. Il y a ça comme réaction, et c'est très bien que la pédagogie nous explique que non, c'est moins contraignant que cela. Moi, j'ai une question à vous poser. Il y a une légende urbaine, ou alors c'est la réalité, qui circule depuis quelques jours en provenance d'un certain nombre de gens assez bien informés d'ailleurs, mais je voulais savoir si c'était vrai. A priori, Gazprom, les dirigeants de Gazprom auraient émis auprès de leurs amis financiers des doutes sur la santé de l'entreprise, etc. Du coup, tous les partenaires de Gazprom auraient revendu leurs actions très massivement, et ces actions ont été rachetées directement par les oligarques russes qui maintenant, comment dirais-je, possèdent complètement leur entreprise. Ça, c'est le premier point. Et en fait, Poutine envisagerait de nationaliser l'ensemble des investissements que nous laissons, puisque les entreprises françaises se retirent. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Philippe Charlez. Je n'ai pas d'informations, je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations sur le sujet, donc je ne peux pas vous répondre de ce côté-là. Non, ça veut dire qu'il aurait gagné la mise en réalité, en faisant croire qu'il est en difficulté, les actions vendues massivement, et par derrière les oligarques qui les... Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il veut aujourd'hui vendre en rouble, de telle manière à faire remonter le cours du rouble. Et d'ailleurs, quand il l'a annoncé, le rouble est remonté tout de suite. Donc en fait, il s'amuse avec nous en réalité. Par contre, ça n'est théoriquement, légalement pas possible, puisque les grands contrats gaziers sont libellés en dollars. Luc-Éric Krief, les entreprises peuvent évoluer aussi parce qu'elles consomment forcément de l'énergie. Aujourd'hui, il y a certains secteurs d'activité qui sont très gros consommateurs d'énergie, la meulerie, l'industrie de la plasturgie, la transformation des métaux, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des gros problèmes, à la fois sur les coûts de l'énergie à proprement parler, mais également sur les capacités de produire à des niveaux compétitifs. Donc il est clair que l'énergie, même si beaucoup d'industriels ont fait des efforts pour rationaliser les coûts d'énergie et essayer d'économiser leurs besoins énergétiques, on est aujourd'hui devant un effet, comme le disait tout à l'heure, un effet ciseau. C'est que les prix, ils ont littéralement flambé. Quand vous avez des niveaux de tarifaires qui ont pris 30, 40, voire 50%, il est évident qu'à un moment donné, ce que vous produisez n'est plus compétitif. Et si vous n'êtes pas capable d'impacter cette évolution tarifaire sur vos prix de revient et sur vos prix de vente, malheureusement, vous perdez de l'argent. Alors là, c'est lié à l'outil de production, mais on va dire la vie de l'entreprise. Combien de fois nous passons devant des grandes tours où il y a des bureaux, c'est la nuit, et les lumières sont toujours allumées, les ordinateurs aussi. Donc là, il y a une prise de compte. Oui, puis les sigles des grandes radios, des grandes télés. C'est une étude que j'ai chiffrée. Elle est chiffrée dans mon dernier ouvrage. Et donc, en fait, j'avais défini ce qu'on appelle un taux d'occupation énergétique, c'est-à-dire, normalement, vous énergétisez une surface inférieure forcément à la surface physique de votre immeuble. Donc, c'est-à-dire que vous l'occupez énergétiquement un certain pourcentage du temps. Et quand on regarde le résidentiel, on est environ à 55%. Quand on regarde le résidentiel secondaire, on est à 25%. Ce sont des chiffres qui sont à peu près corrects. Quand on est dans le tertiaire, aussi bien le tertiaire public que le tertiaire privé, on monte à 80%, alors qu'on l'occupe 20% du temps. Est-ce que par exemple, est-ce que c'est raisonnable de continuer, je pense à des grands médias, à des grands groupes, est-ce qu'il est raisonnable de laisser les enseignes briller dans la nuit de Paris toute la nuit? Alors qu'une ville la nuit éclairée, c'est tellement beau aussi. Peut-être, mais on va s'en passer. Et peut-être plus sécurisé aussi. Non, mais on va peut-être s'en passer. C'est bien ça de ce que je vous dis. Et donc, en fait, on passerait ce coefficient de 80 même à 50%. En fait, on économise plus d'énergie que si on isole l'ensemble du... génial. Même en utilisant des systèmes de LED ou des systèmes énergétiques. Alors oui, on peut très bien mettre des systèmes de basse consommation. Oui, mais aussi d'automatisation pour que la lumière s'allume, GTC, par exemple. Et c'est très intéressant. À titre personnel,
éternel dans mes voyages, mon arrivée en Chine. Je me souviendrai toujours de ces éclairages magnifiques. Non, mais c'est J'arrivais superbe. dans une petite ville, Wuxi. Oui, mais- 7 millions d'habitants, Mais c'est pas avec grave. toutes les Mais lumières. c'est magnifique, et nous, Shanghai, effectivement, mais quand t'atterris, et bien nous, sûr, effectivement, mais bon. quand on rentre sur la 15, il n'y a plus d'électricité, on voit rien et on risque l'accident. Mais C'est comme tu ça. sais, moi Ouais. j'adore Rome, j'y vis la moitié du temps, mais ils ont pris ces décisions-là à Rome. Et bah tant pis, écoute, la ville éternelle, on la voit de jour et basta. En Voilà. espérant un week-end à Rome, chère madame. Merci Philippe Charlez, expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. C'était un très beau débat. super. Nous revenons, n'oublions pas, on parle de la grippe et du Covid aussi à venir très vite.